Salut les gars. Notre héroïne, c'est Mercredi Adams, une ado de 13 ans au regard perçant, toujours habillée en noir et blanc, et fascinée par tout ce qui touche à la mort. L'émotion? Très peu pour elle. Dans la scène d'ouverture, Mercredi arrive à son lycée, son visage aussi fermé qu'énigmatique. En ouvrant son casier, elle y découvre son frère Puxley, ligoté, avec une pomme dans la bouche. En le libérant, elle est frappée par une vision, elle voit distinctement qu'il a torturé. C'est alors qu'on comprend Mercredi possède un don surnaturel, elle peut entrevoir le passé ou le futur en touchant quelqu'un. Dès qu'elle identifie les responsables, un groupe de nageurs agressifs, elle passe à l'action. Elle débarque dans la piscine de l'école, traînant 2 sacs, remplis de piranhas. Sans le moindre frisson d'hésitation, elle libère les poissons affamés dans l'eau. Les harceleurs hurlent et s'enfuient dans la panique. Mercredi regarde la scène, impassible, et déclare que seule elle a le droit de tourmenter son frère. Suite à cet incident spectaculaire, ses parents, Gomez et Morticia Adams, en ont assez. Ils décident de l'envoyer à la Nevermore Academy, un pensionnat très spécial, réservé aux jeunes dotés de capacités surnaturelles. Eux-mêmes y ont étudié jadis. Mercredi y sera peut-être à sa place. En parallèle, non loin de l'académie, un randonneur solitaire explore les bois, jusqu'à ce qu'une créature monstrueuse l'attaque et le déchiquette. Le shérif local arrive ensuite sur la scène du crime. Ce n'est pas la première attaque, ces meurtres étranges se multiplient dans les environs. Mercredi, elle, fait son entrée à Nevermore. Elle est accueillie par la directrice Larissa Wim, une femme élégante et stricte. Sa colocataire? Enid Sinclair, une loup-garou bavarde et hyper colorée. Le choc est total. Enid adore tout ce qui est rose, brillant et vivant, l'exact opposé de Mercredi. Enid lui présente les différents groupes de l'école, les fangs, des vampires. Les fures, des loups-garous. Les stoners, des gorgones coiffées de serpents. Et les scales, des sirènes capables de manipuler les émotions. Elle lui montre aussi la star du campus, Bianca Barclay, une sirène sublime, et Xavier Thorpe, son ex, un artiste capable de donner vie à ses dessins. Pendant ce temps, dans la voiture familiale, Gomez libère la chose, une main coupée, vivante, chargée d'espionner Mercredi discrètement. Le lendemain, Mercredi assiste à un cours d'escrime où elle se retrouve face à Bianca. Après un duel intense, les deux filles retirent leur masque pour continuer jusqu'à la première goutte de sang. Bianca finit par l'emporter avec une entaille à la joue de Mercredi. Un peu plus tard, Mercredi sort de l'infirmerie quand, soudain, une gargouille se décroche du toit et manque de l'écraser. Xavier surgit à temps et la sauve in extremis. Intriguée, Mercredi retourne dans sa chambre. Elle inspecte les lieux, et découvre que la chose la surveille. Elle menace la main de l'enfermer dans un tiroir à jamais si elle ne lui jure pas loyauté. La main cède immédiatement. Mais à cause de l'incident des piranhas, Mercredi est obligé de suivre une thérapie. La directrice l'emmène en ville, à Jericho, pour rencontrer une psychologue. Mercredi reste fermée. Elle s'excuse, demande à aller aux toilettes, et s'enfuit par la fenêtre. Dehors, elle percute accidentellement un inconnu et a une nouvelle vision, l'homme va mourir. Ébranlée, elle entre dans un café, où elle rencontre Tyler, le fils du shérif, qui travaille comme barista. Il peine avec sa machine à espresso, tout est en italien. Mercredi lit la langue et la répare. En échange, elle lui demande s'il peut la conduire à l'arrêt de bus. Mais avant qu'il ne réponde, 3 garçons déguisés en pèlerins débarquent et cherchent la bagarre. Mercredi les ignore, jusqu'à ce qu'elle décide de leur donner une bonne leçon. La bagarre éclate, et c'est Mercredi qui domine. À ce moment-là, la directrice et le shérif débarquent. En voyant le chaos, Larissa explose de colère. Sur le chemin du retour vers Nevermore, ils croisent une voiture accidentée. À l'intérieur, l'homme que Mercredi avait vu mourir dans sa vision. Le soir venu, Mercredi, assise sur le balcon de sa chambre, joue une mélodie sombre et captivante au violoncelle. La lune est pleine, et au loin, les hurlements de loup résonnent. Mais Enid, bien qu'étant une loup-garou, n'y participe pas, elle confie à Mercredi qu'elle n'a jamais réussi à se transformer. Pendant ce temps, la chose se rend dans la chambre de Tyler pour lui demander d'appeler Mercredi. Effrayé par cette main vivante, Tyler s'exécute. Les deux commencent à discuter en visioconférence. Mercredi lui propose de la retrouver à la foire des récoltes le lendemain, prétendant que ce sera amusant, mais en réalité, elle planifie de s'échapper de Nevermore. À la foire, la directrice Wim garde un œil très attentif sur Mercredi. Malgré cela, elle parvient à retrouver Tyler et il tente de quitter les lieux. Mais soudain, Mercredi aperçoit Rowan, un camarade de l'académie. Dès qu'elle le touche, elle a une vision terrifiante, il se fait tuer. Inquiète, elle le poursuit pour l'avertir. Mais au lieu d'écouter, Rowan utilise ses pouvoirs télékinétiques pour la plaquer contre un arbre. Il lui révèle que sa mère, une puissante voyante, avait eu une vision. Mercredi serait à l'origine de la chute de Nevermore. Convaincu qu'il doit la tuer pour éviter cela, il commence à l'étrangler à distance. C'est alors qu'une créature monstrueuse surgit de nulle part. Elle déchiquette Rowan en un instant, puis disparaît. Mercredi se tient là, abasourdi, face au corps mutilé, tenant dans ses mains une vieille illustration dessinée par la mère de Rowan. Plus tard, le shérif et ses agents arrivent pour enquêter. Mais chose étrange, le corps de Rowan a disparu. Mercredi affirme qu'un monstre est responsable.
Le shérif, sceptique, pense plutôt à un étudiant aux capacités étranges. Et contre toute attente, Rowan réapparaît, vivant et en pleine forme. Quelque chose cloche. De retour à l'académie, Enid est absorbé par la préparation de la Coupe Po, une compétition de bateau. Mercredi essaie de reparler à Rowan, mais la directrice lui apprend qu'il a été expulsé pour une raison confidentielle. Troublé, Mercredi demande à la chose de le surveiller. Rowan quitte ensuite l'école et se rend à la gare, suivi discrètement par la chose. Mais dans les toilettes, il se transforme en vieil homme. La chose perd sa trace. Plus tard, ce même vieil homme reprend l'apparence de la directrice Wim. Elle est en réalité une métamorphe, et elle cache sciemment le meurtre de Rowan. Face à tant de mystères, Mercredi décide de retourner dans les bois. Accompagnée de Tyler, elle tente de retrouver des indices. Elle tombe sur les lunettes de Rowan. En les ramassant, elle a une autre vision. Elle voit un livre violet, celui qui contenait le dessin prémonitoire. Elle confronte alors son professeur, qui lui révèle que ce livre appartenait à une ancienne société secrète d'élèves appelée les Nightshade, aujourd'hui dissoute. Plus tard, Mercredi se faufile dans l'ancienne chambre de Rowan pour fouiller. Elle trouve un masque, mais est interrompue par Xavier, son colocataire. Elle se cache sous le lit, et c'est là que Bianca arrive à son tour. En écoutant leur échange, Mercredi apprend que Bianca prévoit d'humilier Enid à la Coupe Po. Piqué au vif, Mercredi décide d'aider Enid. Elle rejoint son équipe pour la compétition. Le lendemain, le grand jour arrive. La Coupe Po est un jeu sans règles, toutes les équipes ont le droit de tricher. Bianca fait appel à une amie sirène qui sabote les bateaux concurrents. Mais Mercredi, prévoyante, a chargé la chose d'intervenir. Ensemble, ils parviennent à piéger la sirène. En pleine course, Mercredi est frappée par une nouvelle vision. Elle voit une version blonde d'elle-même, lui disant qu'elle est la clé. Revenue à elle, elle remarque que l'équipe de Bianca mène la course. Pas question de perdre. Mercredi et Enid ripostent à leur manière, utilisant les propres méthodes douteuses de Bianca contre elle. Et, victoire. Pour la première fois depuis 40 ans, une équipe non sirène remporte la Coupe Po. Lors de la cérémonie, la directrice remet le trophée à Enid. Mercredi, elle, fuit l'attention et s'isole auprès de la statue d'Edgar Allan Poe, un ancien élève de Nevermore. Elle découvre alors un symbole gravé sous le livre tenu par la statue, le même que celui du dessin de Rowan. Elle suit une série d'indices inscrits sur la sculpture et comprend, il faut claquer 2 fois. Elle le fait, et un passage secret s'ouvre. À l'intérieur, elle découvre une chambre cachée. Elle y trouve le fameux livre de Rowan, avec l'illustration manquante. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, quelqu'un lui met un sac sur la tête. Lorsque Mercredi reprend conscience, elle se retrouve face à un petit groupe d'élèves, Bianca, Xavier et quelques autres. Tous sont membres de la société secrète des Nightshade, que la directrice Wim aurait secrètement réactivée. Ils l'ont testé et elle a passé l'épreuve. Xavier lui propose de les rejoindre, mais fidèle à elle-même, Mercredi refuse catégoriquement et quitte la pièce sans un mot. Peu de temps après, la directrice annonce la journée de sensibilisation, une tradition où les élèves de Nevermore doivent travailler en ville aux côtés des normies, les gens sans pouvoir. Mercredi est affectée au Pilgrim World, un parc historique retraçant les origines de la ville. Sur place, elle retrouve Eugène, un garçon passionné d'apiculture rencontré au club des abeilles. Ils discutent en observant les objets liés à l'histoire de Joseph Craxton, le fondateur de Jericho. La responsable des lieux, Miss Arlene, leur fait une visite guidée en présentant certains artefacts, dont le pot de chambre familial de Craxton, au grand amusement de Mercredi. Mercredi veut travailler dans la chambre des Craxton, mais on l'affecte à la fabrication de fudge avec les autres élèves. Frustrée mais déterminée, elle s'arrange pour visiter malgré tout la pièce interdite. Avec l'aide d'Eugène, elle s'introduit dans la chambre d'exposition et y découvre un tableau représentant Goody Adams, la fille mystérieuse qu'elle a vue dans ses visions. Elle trouve aussi un livre semblable à celui qu'elle cherche, mais ses pages sont vides. C'est un faux. Miss Arlene arrive et surprend Mercredi. Pressée de questions, elle avoue que le véritable livre a été volé récemment. Plus tard, Mercredi retrouve Tyler au café et l'interroge sur Craxton. Il lui révèle qu'il reste une vieille maison de réunion délabrée, utilisée par des toxicomanes dans les bois. Mercredi s'y rend avec la chose. Sur place, un sans-abri tente de les effrayer, mais la chose l'étrangle rapidement pour le faire fuir. Soudain, Mercredi est projeté dans une vision du passé, 400 ans en arrière. Elle assiste à une scène dramatique. Goody Adams est accusée de sorcellerie par Joseph Craxton et condamnée à mourir dans une grange incendiée avec d'autres femmes, dont sa propre mère. Goody le défie, elle l'accuse de vol, de massacre et d'intolérance. Le feu est allumé. Goody parvient à s'échapper, mais sa mère meurt dans les flammes. Avant de fuir, Goody voit Mercredi et s'adresse à elle, « Tu es la clé. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas tous détruits. » Mercredi se réveille brutalement de sa transe et raconte tout à la chose. Mais derrière elle, le monstre de la forêt. C'est la même créature qui a tué Rowan. Elle le poursuit sous la pluie, mais il lui échappe. Elle remarque cependant un détail crucial, ses empreintes de pas changent peu à peu et deviennent humaines. Le monstre est un humain transformé. Elle croise Xavier et lui raconte ce qu'elle vient de vivre. Il tente de suivre les traces, mais la pluie les a effacées. Le jour suivant,
les habitants se réunissent sur la place pour l'inauguration d'une statue en l'honneur de Joseph Craxton. La fanfare joue une version instrumentale de Don't Stop, tandis que le maire et la directrice tiennent un discours. Mais au moment culminant, la statue prend feu. Dans l'ombre, la chose, sur ordre de Mercredi, a mis le feu. Le public panique, et tandis que les gens fuient la scène, Mercredi, impassible, joue une dernière note de violoncelle, son regard rempli de vengeance. Wim la confronte plus tard. Elle est convaincue que Mercredi est derrière cet acte de rébellion. Mais l'adolescente nie. Elle retourne l'accusation, reprochant à la directrice d'occulter les vérités sombres et racistes sur les origines de Jericho. Ce soir-là, le sans-abri de la vieille maison est attaqué par le monstre. Sa caméra prend des clichés du massacre avant qu'il ne soit tué. Plus tard, le shérif et son équipe découvrent le corps et les photos. Une d'elles montre clairement le visage du tueur. Un visage monstrueux. Une horreur inhumaine. Et pour Mercredi, ce n'est que le début.